Avec Olivier Mathieu, le président de The Camp, sous la canopée de The Camp. Alors, Olivier Mathieu, on va vous demander tout simplement que devient The Camp. Bon, bah bonjour. Moi, je suis arrivé il y a un an à The Camp, donc j'en profite pour faire le bilan de la première année, sachant que The Camp a seulement 18 mois. Donc, on a un bilan très positif du premier exercice, puisque l'année 2018 était le premier exercice complet de 12 mois d'activité de The Camp, qui se positionne comme le campus du futur et qui a une ambition assez élevée et une vision très ambitieuse. Sur la première année, on a une fréquentation très importante. On a dépassé les 30 000 campers. Ce qu'on appelle les campers, c'est des visiteurs, donc des cadres, des managers qui viennent ici suivre des projets ou suivre des formations au sein de leurs groupes, des grands groupes locaux ou des startups, mais également des groupes parisiens ou étrangers. On a à peu près 30% des contenus ici qui ont été délivrés en anglais, donc on essaie d'être un campus vraiment international. À mon sens, on pourrait être encore davantage, donc on se fixe des objectifs de globalisation aussi des populations qu'on reçoit ici. Et puis l'autre chose assez positive, c'est qu'on L'autre chose positive et intéressante pour nous, c'est qu'on mélange aussi le public et le privé. Et en ça, je pense que The Camp est un lieu unique. Moi, j'arrivais de Paris, je me suis installé à Marseille et j'étais intéressé par cette idée qu'on puisse vraiment trouver des endroits, ce qu'on appelle un tiers-lieu, c'est-à-dire un endroit qui est immersif, qui est différent du bureau dans lequel on vient passer son quotidien et son travail. Donc on vient chercher des idées un peu différentes, de l'inspiration, de la transformation. Mais c'est pas seulement en sortant du cadre géographiquement, ce qui est génial avec la Provence, l'architecture qu'on a derrière moi, mais c'est aussi par les rencontres qu'on peut y faire. Donc le mélange du public et du privé, des infrastructures, des collectivités locales qui sont nos partenaires, avec des grands groupes qui sont parisiens, marseillais, aixois, et ces startups, mais aussi le milieu universitaire, le milieu créatif. L'ensemble de ces environnements se côtoient, parfois se cognent ou se croisent et créent des étincelles. Et ça, c'est quelque chose qui est très ambitieux. Cette tendance des tiers-lieux se développe aujourd'hui dans le monde entier. Il y en a très très peu encore qui ont trouvé leur business model. On est en train de le chercher, mais on a des revenus déjà conséquents, puisque sur la première année, on dépasse les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est vraiment étonnant et qui est signe de succès. Alors justement, vu le côté grandiose du projet, vu les investissements publics, donc du contribuable, hein, qui ont été mis à côté des investissements privés, il y a eu quelques inquiétudes auxquelles donc vous répondez aujourd'hui. Il y a eu quand même beaucoup de changements de gouvernance. Vous êtes arrivé vous-même récemment, mais il y a eu un changement dans la direction. On parle d'un certain nombre d'emplois supprimés. Certains médias ont même parlé de dégraissage. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Aujourd'hui, on est dans une phase effectivement de repositionnement de The Camp parce qu'après une année d'expérimentation qui était l'exercice 2018, on a besoin aussi de faire le bilan, de faire le point sur ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné. Clairement aussi, en tant qu'entrepreneur et chef d'entreprise, je dois regarder la structure de coût, c'est très important. Il y a des actes de management qui sont faits. Les frais structure d'un établissement comme The Camp sont relativement élevés, bien entendu, hein, on a près de 10 hectares ici dans la Pinède, on a 10 000 mètres carrés construits, on a un hôtel, on a un restaurant. Donc tous ces frais d'infrastructure méritent d'être visité. Et moi, j'ai l'habitude, souvent dans les entreprises où j'ai pu travailler ou que j'ai pu diriger, de toujours faire un peu un audit sur les coûts, les comptes. Et ça devrait d'ailleurs rassurer tout le monde, parce que notamment parce qu'on a aussi des avances publiques remboursables, donc de l'argent public, comme vous le disiez, mais qui est un crédit qu'on va devoir rembourser. Donc ça rassure tout le monde de savoir qu'on tient aussi les coûts et qu'on tient les coûts. Alors ça comprend aussi les coûts RH. Donc on a effectivement quelques départs parce que on est spécialisé dans les métiers de la transformation. Et quand on fait de la transformation, on est sans arrêt en train d'évoluer. Donc les besoins, les postes peuvent évoluer. On n'est pas dans un monde fixe, rigide et figé. On doit aussi faire évoluer notre organisation au service de nos clients et du marché. Une année d'expérimentation, elle était importante. On a recruté beaucoup de monde pour répondre au marché, mais il est vrai aussi qu'on doit faire attention parce que les coûts fixes augmentent toujours très vite. C'est toujours plus facile d'augmenter les coûts dans une entreprise. Et nous, qu'on essaye aujourd'hui aussi de les variabiliser au maximum pour pouvoir atteindre un point d'équilibre économique qui sera plutôt en 2021-2022 selon mes estimations. Mais si vous voulez, l'important c'est pour nous, c'est surtout de regarder la croissance du chiffre d'affaires et de savoir qu'on est, on dit parfois dans l'entrepreneuriat, dans le bon time to market, c'est-à-dire qu'on est, je pense, avec une idée qui correspond aux besoins de transformation des entreprises, qu'on retrouve en Californie avec la Singularity University, qu'on retrouve aussi à Boston avec le MIT Media Lab, c'est-à-dire des endroits qui se positionnent comme des facilitateurs de transformation et d'innovation pour des clients. Beaucoup de gens connaissaient bien sûr Frédéric Chevalier, le fondateur, décédé dans un accident de la circulation quelques semaines avant l'ouverture de The Camp. On a l'impression que The Camp reste très orphelin de Frédéric Chevalier et que beaucoup de gens disent qu'il est parti avec ses secrets de fabrication en quelque sorte. On évoque même que la famille Chevalier pourrait avoir envie de remonter dans le capital ou en tout cas de reprendre un peu les rênes. Qu'est-ce qu'il en est réellement et comment passer à une deuxième phase en fait?
Alors, c'est sûr que Frédéric Chevalier était un entrepreneur visionnaire et qu'il a su entraîner avec lui beaucoup d'énergie positive, des partenaires privés, des partenaires publics. Et pour moi, il ne s'agit pas tant de le remplacer, je ne me vois pas comme un remplaçant, mais vraiment comme un successeur, c'est-à-dire on imprime aussi ici une réalité entrepreneuriale. La vision que j'imprime ici avec la nouvelle directrice générale, qui est Catherine Gall, c'est qu'on a envie de réconcilier, si vous voulez, le business, donc c'est une réalité économique de la société de The Camp, avec l'impact positif qui est le développement durable, l'inclusion sociale, et qui sont les grands messages de la société contemporaine. Aujourd'hui, on est dans la crise des gilets jaunes, on a eu par exemple la démission de Nicolas Hulot l'année dernière, donc on voit bien qu'on est dans des transformations démographiques, climatologiques, sociétales qui sont importantes, et les entreprises ont des budgets pour ça, des budgets RSE, des budgets de transformation, des budgets de formation, des budgets innovation, et donc nous on adresse ce marché-là. Et donc il y avait une vision qui était imprimée par Frédéric Chevalier, et aujourd'hui on essaie de la transformer en exécution entrepreneuriale. Donc forcément on est tous un peu orphelins. Moi j'ai connu aussi un peu Frédéric Chevalier. Il était très charismatique et très entraînant. Mais le projet lui perdure largement. Alors j'ai pas du tout connaissance de discussion avec la famille Chevalier sur la reprise en main capitalistique, mais il y aura de toute façon évidemment des discussions avec les actionnaires de The Camp à plus long terme pour faire perdurer l'entreprise. En plus c'est très encourageant, on a la confiance et la satisfaction de nos clients, mais aussi de nos partenaires et actionnaires, publics et privés. Donc je pense qu'aujourd'hui beaucoup d'indicateurs sont ouverts. La réalité aujourd'hui c'est comment est-ce qu'on amène The Camp à passer de la phase start-up à la phase ce qu'on appelle scale-up, c'est-à-dire vraiment devenir une entreprise plus significative. Et donc on a pour objectif d'avoir une croissance à 2 chiffres l'année prochaine et de doubler le chiffre d'affaires en 3 ans. Donc c'est voilà, c'est très ambitieux. Alors juste en une phrase, puisqu'il y a eu beaucoup de slogans sur The Camp, la ville du futur, le camp de base du futur, l'endroit qui n'a jamais été construit ailleurs et qui est construit ici. En une phrase, The Camp, c'est quoi pour Olivier Mathieu? Alors pour moi, The Camp reste une utopie au sens positif du terme. Une utopie, c'est un lieu un peu qui n'existait pas. C'est ce qui est indiqué sur les pancartes qu'on lance. C'est un lieu qui n'existait pas. C'est pour ça qu'on l'a construit. Moi, j'aime beaucoup la phrase entrepreneuriale qui vient de Mark Twain qui disait ils ne savaient pas que c'était impossible, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Nous, on pense, et c'est peut-être un peu l'idée aussi qu'avait Frédéric Chevalier, c'est si on écoute et qu'on, en tant qu'entrepreneur, les oiseaux de mauvais augure qui vous disent vous n'y arriverez jamais. Moi, je l'ai connu à l'époque où je créais Price Mister. J'ai investi dans beaucoup de startups. Il y a toujours des gens qui vous disent vous n'y arriverez jamais. Ce qui est intéressant avec The Camp, c'est que c'est pas un projet d'un seul homme, même si Frédéric Chevalier a été important dans l'entreprise. C'est aussi toute une équipe en fait qui met en place des mécanismes d'intelligence collective et qui ensemble pense qu'on est plus fort. Donc il y a cette idée qui est une phrase que j'aime beaucoup moi de Pink Floyd dans l'album The Wall, qui est Together we stand, divided we fall. Donc c'est l'idée d'être ensemble. L'intelligence collective, c'est de travailler ensemble pour adresser les grands problèmes de ce monde. C'est des réalités économiques. On n'est pas une ONG, on n'est pas non plus un établissement politique ou public. On essaye de mélanger tous ces mondes-là. Merci.